Bonsoir président, comment allez-vous? Ça va mieux, très bien, merci. En octobre 2022, le comité de normalisation est placé à la tête de la FECOFA. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte vous êtes arrivé et quelle était votre mission? Ben, comme tout le monde le sait, la mission première qui nous a été donnée était de d'appuyer en fait le comité exécutif intérimaire qui a été mis en place après le départ du président Mari. Nous avions pour mission d'aider le comité à mieux gérer les finances et à révisiter les statuts de la fédération. Parce que depuis plusieurs années, les mêmes personnes revenaient au pouvoir et la FIFA et la CAF ont estimé qu'il était temps qu'on puisse remettre les choses en ordre et que les statuts soient, heu, présentés suivant les normes, les standards FIFA et CAF. Justement, vous l'avez mentionné, vous êtes arrivé après une période où il y avait eu beaucoup de désordre, on peut le dire aussi. Comment, quels étaient les premiers défis auxquels vous avez fait face et quels étaient les moyens à votre disposition pour répondre à ces défis? Bon, le premier défi, c'était de faire accepter que les choses n'allaient pas et faire comprendre aux autres qu'il fallait accepter qu'on puisse mettre en place une nouvelle gouvernance. Ça, c'était la première chose à faire. Mhm. Et amener les gens à comprendre la nécessité de révisiter les statuts, parce que c'était là le nœud du problème. Même le peuple sportif, footballistique tout entier a compris à un certain moment qu'il était temps que les choses changent. C'est un peu le premier défi auquel que nous avons rencontré et nous nous sommes mis à le faire, tant bien que mal. Nous avons changé les statuts, nous avons essayé de mettre en place une nouvelle gouvernance. Nous sommes arrivés enfin à faire adopter les nouveaux statuts, mais au moment de mettre en place de façon pratique la nouvelle gouvernance, nous sommes butés à une fin de non-recevoir du comité qui était en place. Et 2 ans et demi plus tard, beaucoup de gens voient donc l'aspect sportif, ce qui Mmh. évolue sportivement avec les RDC, avec l'équipe de jeunes qui se qualifie à la CAN-U20. Mais vous, personnellement, quel bilan tirez-vous de ces 2 ans et demi à la tête de l'instance? Bon, il est important d'abord de recadrer les choses pour dire que nous n'avons pas continué comme délégués FIFA et CAF, mais nous avons continué à travailler comme consultants de la CAF et de la FIFA un comité de normalisation qui a remplacé le comité, intérimaire, après le président Omari. Simplement parce que, comme je l'ai dit avant, on n'a pas pu s'entendre sur la façon de mettre en place la nouvelle gouvernance et la FIFA et la CAF ont décidé de mettre en place un nouveau comité pour diriger. En fait, on a mis la fédération sous la tutelle de la FIFA et de la CAF et nous avions comme mission non seulement de conduire les affaires courantes, mais également d'arriver à mettre en place un nouveau comité exécutif, comme cela se fait partout ailleurs. Et en ce qui concerne la conduite des affaires courantes, nous avons tant bien que mal amené toutes les sélections, comme vous le dites, à un niveau appréciable. Nous avons qualifié les équipes à la CAN, nous avons qualifié les U20, les U17, les dames et même nous sommes prêts pour la coupe du monde. Nous sommes premiers de notre groupe pour le moment. Et depuis 1 an maintenant, les RDC est de nouveau éligible au fonds FIFA Forward, Oui. depuis notamment le plaidoyer de Bangkok en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, quand nous sommes arrivés à la fédération, nous nous sommes rendus compte que la fédération disposait de plus ou moins 4 250 000 $ américains qui n'étaient pas utilisés parce que des projets bancables n'étaient pas introduits auprès de la fédération internationale comme le programme de la FIFA, de Forward 1 et 2 le demandaient. Et nous avons essayé de demander à la FIFA d'utiliser ces fonds-là parce qu'on allait le perdre à la fin en fin décembre 2022, ce qui nous a été accordé. Et nous avons introduit quelques projets et ces projets ont reçu l'aval de la fédération internationale. Et la première qui a été financée, c'est la clôture de notre centre technique national. Les travaux sont en cours parce que nous avons reçu les premiers fonds. Et ça, c'est ce que nous pouvons dire dans un premier temps. Justement, vous parlez du Centre technique national. La FIFA exige comme première infrastructure l'existence d'un centre technique national. Oui. Donc en RDC, bon, on a la chance d'avoir un centre technique national où il y a beaucoup d'espace, quoi, un peu, va. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, beaucoup de choses à réhabiliter. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la situation actuelle du centre? Le centre actuel est
en réflexion, en fait. Nous avons déjà réaménagé tout ce qui était comme infrastructure, les toitures, les bâtiments, l'électricité, la climatisation et au moment où je vous parle, nous sommes en train d'équiper le centre. Avec les lits, les tables, nous avons agrandi l'espace, d'hébergement d'abord qui est passé presque à 120 chambres plutôt et nous pensons, pouvoir encore faire davantage dans les jours à venir. Là, comme on l'avait mentionné, le centre technique, c'est censé être la première infrastructure. En Afrique, il y a de plus en plus de centres techniques qui commencent à émerger. On pense à l'Afrique du Sud, aussi au Maroc, Mmh. notamment avec le centre Mohamed VI dont beaucoup de gens parlent. Est-ce que vous, dans le modèle de développement du centre Korankova, il y a un modèle particulier que vous avez ou bien différentes inspirations? Non, pour être vrai, pour le moment, nous n'avons pas un modèle particulier, mais Mhm. nous voulons plutôt, heu, faire de ce centre, dans un premier temps, un centre de formation, hein, avec Étienne Socken pour dans Mhm. le cadre du programme TEDS. Ensuite, nous avons pris des contacts avec, des amis de la diaspora pour mettre en place, un centre qui sera divisé en 2 parties. Une partie purement technique que nous allons agrandir un peu comme ailleurs et une partie commerciale pour le rentabiliser. L'espace est très grand, nous avons 214 hectares, donc il faut vraiment d'abord le sécuriser. Nous avons déjà eu l'accord de la FIFA, on est en train de clôturer le centre, mais il faut également, trouver un accord avec, le gouvernement pour pouvoir, dégager tout ce monde-là qui a spolié l'espace, parce que depuis 18 ans, on ne faisait rien dans Mhm. ce centre. Et en ce qui concerne les fonds FIFA Forward de manière générale, est-ce qu'il y a des projets qui ont déjà été proposés ou approuvés par la FIFA? Nous avons, après notre plaidoyer de Bangkok, nous avons introduit, 5 projets, parmi lesquels il y a la clôture du centre, comme j'ai dit, il y a la construction de 3 vestiaires, il y a la réhabilitation du terrain, en gazon naturel et puis, celui du terrain en terre battue, ainsi que la remise en état du terrain actuel en synthétique. Donc, pour le moment, nous attendons encore la suite pour les autres. Mais toujours est-il que la FIFA a, allongé le délai d'utilisation de ce fonds-là qui ne s'est plus terminé en 2022, mais ça continue jusque avec le Forward 3. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la fédération dispose de plus ou moins 10 à 12 millions de dollars qu'il peut utiliser jusque 2027. Donc on a de l'argent. D'accord. Mais il est important de stigmatiser ici le fait que c'est le Connor qui a, essayé de répondre aux 12 conditions qui ont été exigées par la FIFA pour disposer de ces fonds-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons rempli les 11 conditions exigées et la FIFA nous a écrit officiellement pour nous dire que nous étions éligibles au fonds Forward 3. Ce qui veut dire que le prochain comité qui sera mis sur place aura toute la latitude d'utiliser ce fonds-là en introduisant des projets qui soient bancables et profitables pour le football congolais, non seulement en termes d'infrastructure, mais en termes de formation des arbitres, des entraîneurs et en termes de formation des joueurs, des éducateurs, de tout ce monde-là qui tourne autour du football. Justement, en parlant du prochain comité, donc la FIFA avait initialement fixé le 30 juin, la date des élections. Est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que ces élections aient lieu? Non, non, en toute sincérité, les conditions ne sont pas encore réunies et la FIFA elle-même a temporisé un peu. Nous sommes en train d'attendre la réponse de la FIFA. On s'est rendu compte qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas au niveau des choix des personnes éligibles à devenir membre du comité exécutif de la fédération. Il y a beaucoup de problèmes qui sont en train d'être arrangés pour le moment pour que nous puissions aller aux élections. Donc, nous attendons en fait la réaction de la FIFA et de la CAF pour poursuivre le processus qui est momentanément suspendu. Aussi, une question que beaucoup de gens se posent, c'est à propos de l'équipe métier. Donc, gros, beaucoup de gens avaient accueilli favorablement le fait que Nouveau soit le nouvel équipementier des Léopards. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que le contrat sera renouvelé? Comment ça se passe autour de Bon, ce ce truc? qui est vrai que nous avons mis beaucoup d'espoir sur ce partenariat avec Umco, qui nous a servi d'ailleurs parce que dans un premier temps, le contrat nous permettait d'avoir gracieusement les maillots et de faire un deal avec l'équipementier pour vendre des maillots aussi bien à l'interne qu'à l'externe. À l'externe, l'équipementier devait vendre et nous rétrocéder les royalties, ce qui n'a pas été le cas. Et pour être vrai, même de notre côté, il y a certaines conditions que nous-mêmes, nous n'avons pas remplies.
et nous sommes promis de nous retrouver d'ici le 25, avant le 25 septembre, qui est la date limite de son contrat, pour évaluer, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aller ensemble ou bien revoir les conditions de travail ensemble avec eux. Nous avons eu un gros problème de distribution de des équipements à l'interne comme à l'externe. Donc tout ça sont des aspects que nous devons revoir. Nous avons même eu des problèmes par rapport à la qualité même des tissus, hein, pas des réplicas, mais des tissus des joueurs que les joueurs portaient, l'équipe importait et ça, nous avons mis ça dans le paquet des problèmes que nous allons discuter ensemble pour voir dans quelle direction nous allons prendre ensemble. Au-delà de l'équipementier, donc qui est évidemment un problème, enfin, à régler comme un autre, le football congolais, c'est un vrai chantier et à commencer notamment par la formation. C'est un pays qui est extrêmement riche en talent, mais qui souffre de lacunes dans la formation. Et en 2 ans et demi, qu'est-ce que vous diriez que vous avez mis en place en premier lieu pour, s'attaquer à ce problème-là? Bon, pour dire vrai, en tant qu'économe, nous n'avons pas tous les moyens, spécialement particulièrement financiers, pour organiser des formations. Devions nous référer souvent aux programmes mis en place par la FIFA ou la CAF. Pour le moment, nous travaillons avec le programme TDS de la FIFA, avec Etienne Ken, pour la formation des formateurs, afin d'arriver à mettre en place une académie propre à la fédération. Nous travaillons également avec nos fonds propres pour certaines formations des arbitres, pour les formations des personnels, administratifs même, parce qu'il y a aussi, il y avait un besoin important pour la formation des gens qui travaillent au niveau de la fédération. Donc on n'a pas beaucoup avancé. Nous avons également signé un accord avec, la FIFA sur le programme FIFA for School avec le ministère de l'enseignement et de l'éducation nationale, parce que la FIFA va non seulement fournir, des ballons, des équipements, mais également former les éducateurs physiques dans les écoles pour l'apprentissage du football, mais aussi pour, le la formation d'une manière générale. Parce qu'il ne suffit pas d'étudier, parce qu'après de jouer au football, après le football, il y a l'école, il faut donner aux enfants le goût du football, mais les amener aussi à comprendre qu'après le football, il y a la vie et ceux qui n'ont pas l'occasion de jouer au football, ils doivent s'adonner à leur vie propre et pour ça, ils doivent étudier et tout ça, ça rentre dans ce cadre du programme FIFA for School. J'allais en plus venir sur le TDS, qui a été mis en place. Un vrai problème aussi au Congo, c'est la centralisation à Kinshasa. Et alors c'est un pays qui est immense, le Congo n'est pas que Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est difficile pour un jeune talent ou une jeune talent qui est en province de se faire détecter. Et est-ce que justement le TDS vise aussi à répondre à cette problématique-là? Principalement, c'est le sujet même que le TD aborde. Nous avons fait, organiser avec, monsieur Tian Soken, la formation des formateurs. On a formé beaucoup de formateurs qui sont à l'intérieur. Compte tenu de l'étendue du pays, il y a dans chaque pays un représentant de la direction technique. En fait, un genre de directeur technique provincial qui, en fait, encadre tous ces formateurs-là pour aller sur place, voir s'il y a des joueurs, des talents à retenir. Mais le vrai problème, comme je l'ai dit, c'est le problème des sous. Nous ne disposons pas assez de moyens. Le pays est trop grand pour pouvoir traverser d'un lieu à l'autre, aller détecter les gens. C'est très difficile à faire. Donc c'est pas toutes les provinces qui ont pu être touchées. Une grande partie des provinces est touchée pour le moment. Et sinon, en termes un sujet aussi qui est très important au Congo, c'est le développement du foot de jeunes. Là, on a vu que la RDC est revenue à la CAN U20 après 20 ans d'absence quasiment. CAN U17, pareil. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour le développement justement de ce football de jeunes? Bon, pour être vrai, on a plus misé sur les binationaux, comme pour l'équipe A, pour les jeunes. On a commencé d'abord avec les U20 binationaux. Nous avons détecté sur Mhm. place avec, l'appui du coach Bokassa que vous connaissez certainement et nous avons intégré quelques locaux. On a essayé de faire une symbiose qui a quand même donné et je pense que nous aurons à l'avenir, une bonne équipe à faire. Mais le problème maintenant, c'est d'organiser vraiment, le football d'âge dans le pays et nous avons acquis le service de monsieur Hervé Hapi qui est un des formateurs ici, entraîneur aussi au niveau de l'équipe de France ici, qui va nous aider après la CAN à mettre en place une,
comment dirais-je, un programme de formation de football d'âge, en partant par le U20, le U17 et ainsi de suite, ainsi que le football des jeunes, des filles. Et sinon, aujourd'hui, on voit plusieurs fédérations en Afrique qui font des partenariats avec d'autres fédérations, que ça soit intra-africaines, on a vu récemment la Tunisie et la Côte d'Ivoire, mais aussi des partenariats avec des fédérations étrangères, qu'elles soient européennes ou d'autres continents, sur des échanges de compétences, par exemple. Est-ce que, au cours de votre mandat, c'est quelque chose qui a été envisagé? Non, nous n'avons pas envisagé cela, mais nous sommes rendus compte que, quelques clubs ont engagé des partenariats à l'extérieur. Ils sont venus chez nous pour avoir des facilitations en termes des ordres de mission pour se déplacer et au niveau du cabinet, le ministre lui-même s'est engagé à prendre des contacts avec des fédérations, avec des équipes à l'étranger. J'ai le cas de Monaco avec qui on vient de signer un partenariat et pour le moment, on est en train de discuter avec Barcelone dans le même sens. Je pense qu'à l'avenir, nous devrions en fait faire ce genre de partenariat pour permettre, aux équipes de se développer parce que nous n'avons pas toujours les moyens nécessaires pour faire. Enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner une chose que vous avez accomplie durant votre mandat, dont vous êtes fier, que vous allez léguer donc au prochain, et un défi qui attend votre prédécesseur, Bon, successeur, excusez-moi. avec toute humilité, je parlerai d'abord de la gouvernance financière, Mhm. mmh, la gouvernance administrative. Nous avons mis en place une structure qui fera, si ceux qui viennent ont une vision pour développer le football, d'avancer dans ce genre-là. Et je suis fier de dire aujourd'hui que nous sommes le 1er comité, de normalisation qui a fait auditer le compte de la fédération depuis 18 ans. Nous avons lancé un appel d'offres, nous avons eu, je crois 6 ou 7 cabinets d'audit international et locaux et un cabinet a acquis le marché et a audité nos comptes de 2022 et 2023, les comptes que la période que nous avons, fonctionné nous-mêmes et les résultats étaient positifs et le bilan a été, les états financiers ont été approuvés par l'assemblée générale de la fédération. Ça, c'est une chose pour laquelle nous sommes fiers. Pour le reste, je pense que, le chantier est très grand. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tout fait, il y a encore beaucoup à faire, mais nous mettons en place jusqu'à maintenant, en attendant que nous partions, des possibilités pour que ceux qui viendront puissent aller de l'avant. Déjà, le fait d'avoir rempli les conditions, les 12 conditions requises par la Fédération internationale pour disposer des fonds est un acquis que nous pouvons laisser à ceux qui viendront après nous. Le fait aussi d'avoir fait qualifier la plupart de nos sélections dans les compétitions, continentales est un élément qui fait que nous serons fiers de le dire, en fait, de le proclamer tout haut et je pense que nous devons aller de l'avant dans ce sens et ceux qui viendront derrière nous devront le faire. Nous avons reçu beaucoup de critiques, vraies ou faux, mais je pense que les critiques, c'est bon, nous acceptons les critiques, mais il faut que les critiques soient constructives aussi, pour que nous puissions améliorer notre football et nous devons focaliser sur les thèmes même de football, Unite the World. Il faudrait que nous restions unis. Nous venons dernièrement de fêter le la semaine du football, comme vous le savez, la FIFA a déclaré le 21 mai comme étant la journée mondiale du football parce que la FIFA a constaté que le football est un élément unificateur. Il est important de mettre en exergue cet élément-là au cours duquel nous avons organisé de scouting avec des enfants, des écoles, dans une académie. Nous avons fait venir les légendes et nous avons travaillé ensemble pour passer le message que le football est un élément fédérateur et que nous devons arriver à ce que le football unisse ce grand continent, ce grand pays qui est le continent en Afrique, le Congo, au lieu de nous disperser dans les chamailleries, dans des discours inutiles qui rabaissent notre football au de nous avancer vers le haut. Merci, Président. J'ai une dernière question qui m'est venue, en fait, quand vous parliez de l'aspect fédérateur. On a deux provinces aujourd'hui qui sont en guerre. Est-ce qu'il y a eu des initiatives, justement, de soutien ou d'accompagnement sur du football local qui ont été mises en place? Oui, pour le moment, c'est difficile de le faire, mais nous restons en contact, téléphonique avec eux tout le temps et une des raisons pour laquelle, le processus est ralenti, c'est le fait que la fédération internationale et la CAF voudraient que les élections soient inclusives.
tout le monde. Et ce sont 2 grandes provinces qui, en fait, quand je prends le football scolaire, les champions du Congo sortent tous de ces 2 provinces-là, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Donc les laisser à l'écart de cet événement important qu'est le choix du nouveau comité exécutif sera quand même, pas bien pour ces 2 fédérations provinciales. Merci, président. Merci beaucoup.